On veut trop expliquer le succès, tellement analyser les choses qu'au final, même un attaquant qui met 100 buts en 2 saisons, on va chercher à vouloir expliquer pourquoi il va flopper. Beaucoup ont traité Gyökeres de fraude, trop vieux à 27 ans. Il a percé trop tard, ça fait que 2 ans qu'on parle de lui au Sporting. Et au Portugal, t'as des flops comme Darwin Nunez qui ont réussi. On va dire que même des joueurs comme Bastos, des joueurs lambda comme lui ont réussi à mettre 100 buts au Sporting. On va dire qu'avant ça, Gyökeres a échoué à Brighton et dans d'autres sombres clubs. Il a fait des choses à Coventry, mais que c'était que la deuxième division du championnat anglais. On va entendre des ouais, il n'est pas assez technique pour être un joueur d'Arsenal. Et pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais comme il ne rentre pas dans certaines cases, il dérange. Même si, que ce soit à travers son profil ou sa mentalité, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Et son exemple peut te propulser toi aussi vers le vrai succès dans ta vie personnelle. Et je vais te le montrer aujourd'hui. On néglige beaucoup Gyökeres à cause de son profil parce qu'il n'est pas forcément passé par les grandes académies. Il n'a pas percé très tôt et esthétiquement, c'est pas forcément l'un des plus beaux joueurs, l'un des plus beaux esthètes lorsqu'on le regarde jouer. Même dans sa manière de courir, par exemple comme Haaland, c'est pas forcément ouf. Effectivement, lorsqu'on le regarde jouer, on peut voir que parfois, il n'a pas forcément le meilleur toucher de balle. On va dire aussi qu'il a un mauvais jeu de tête comparé à Šeško, qu'il n'a pas forcément la finesse technique d'un Alexander Isak, et que même ses 100 buts au Portugal, ils ne veulent rien dire. Parce que même un attaquant lambda comme Bastos a aussi mis 100 buts au Sporting. Pareil, on va entendre que les buts qu'il a mis au Portugal, il ne réussira pas forcément à les reproduire en Première Ligue où les défenseurs sont beaucoup plus solides. Les Tacticos le décrivent comme un joueur qui a maximum le niveau Europa League, mais absolument pas un niveau Champions League. Pourtant, bizarrement, pour sa première fois en Ligue des Champions, il a marqué 6 buts contre des clubs comme Leipzig, comme Lille ou Manchester City. Et même à propos de son profil, du fait qu'il n'a pas forcément percé très tôt, on va avoir tendance souvent à regarder que des joueurs comme Mbappé, comme Lamine Yamal et j'en passe, même Messi ou Cristiano qui ont été repérés assez tôt et penser que c'est la base, c'est le standard. Si tu n'as pas percé tôt, en quelque sorte, tu vas jamais pouvoir être un grand joueur. Pourtant, des joueurs comme Jamie Vardy, icône de Leicester City, jouait encore en 5e division anglaise à 25 ans avant d'exploser en Première Ligue et de gagner le championnat en 2016. Et il n'est pas seul, même un joueur comme Miroslav Klose pour les plus anciens, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il me semble qu'il n'a pas encore été dépassé par Mbappé, avec 16 buts. Justement, ce joueur-là, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il n'a débuté en Bundesliga seulement à 24 ans. Il va exploser véritablement avec la sélection allemande, donc à 26 ans. Et encore, il n'est pas seul. Il y a d'autres joueurs, même comme Riyad Mahrez, qui à 23 ans, joue encore en Ligue 2 au Havre. Il sera transféré plus tard à Leicester City, où pareil comme Jamie Vardy, il va gagner le championnat en 2016, avant d'aller à Manchester City, où il va gagner de nombreuses premières ligues encore une fois, et devenir littéralement une star. Didier Drogba aussi, un autre exemple. Lui, pareil, à 24 ans, il jouait à Guingamp, il était encore incognito, pas très connu. Mais c'est seulement à 26 ans, lorsqu'il ira à l'OM, qu'il va devenir une star, marquer énormément de buts, avant d'être transféré, même en une saison, tellement sa saison à Marseille a été excellente, à Chelsea. Et là-bas, à Chelsea, il va littéralement devenir l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du championnat anglais. Donc percer plus tard, percer à 25 ans, comme c'est le cas pour Gyökeres par exemple, c'est pas forcément disqualifiant pour un joueur. Pareil au niveau de son profil, où beaucoup disaient que Isaac c'était le profil parfait. C'est vrai qu'il y aurait eu beaucoup moins de débats si Isaac avait signé pour nous par exemple. Mais il y a un point sur lequel je pense qu'avec Isaac, on en fait beaucoup trop. On a l'impression que par moment, on parle de R9, on parle de Henry directement, juste à cause des ressemblances par exemple qu'il a avec Thierry Henry. Mais il faut beaucoup relativiser les choses. Par exemple, Isaac, il a exactement les mêmes stats que Gyökeres en sélection suédoise. Voire même Gyökeres sur certains points, il me semble, il le dépasse légèrement. Isaac a fait certes 2 saisons de haute qualité en Première Ligue récemment, mais même dans ces saisons, il a des coups de mou. Il n'est pas parfait, c'est pas toujours le meilleur joueur qui claque des gros buts contre Liverpool. Il a aussi des moments de vide aussi dans ces saisons. Des moments de vide justement, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup, Isaac. Et les joueurs qui se blessent beaucoup, on sait qu'à Arsenal, c'est un gros problème. Même là, on est déjà à 2 matchs de championnat et ça commence déjà à être un problème, les blessures. Là où, contrairement à Isaac, Gyökeres a très peu de blessures. C'est un joueur qui est souvent disponible. Il me semble même qu'il a eu 0 blessure grave dans sa carrière. Et même sur les buts de la tête, on dit que Gyökeres, justement, c'est pas son point fort, malgré le fait qu'il soit physique, qu'il soit grand de taille. Et on pointe ça, justement, comme point noir chez lui. Bah, là aussi, sur ça, les analystes et tacticos se trompent en quelque sorte.
Parce que sur son premier but avec Arsenal, c'est un but de la tête, donc sur un centre de Zubimendi. Et même dans le même match, justement, il a marqué ce but. Il a failli marquer un doublé avec un autre but de la tête, il me semble, sur un centre que Noni Madueke avait fait, où il a tapé la barre. Donc, encore une fois, comme quoi on peut des fois faire plein d'analyses sur les profils des joueurs, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est fixé dans le marbre. Il n'est pas bon de la tête, donc il ne va pas marquer. D'ailleurs, même en parlant de joueurs qui n'étaient pas forcément bons de la tête, là, ça me revient. Mais même Thierry Henry, on le critiquait beaucoup, beaucoup pour ça. Et ça n'a pas été un problème pour lui pour devenir le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Et sur le fait que les buts qu'il mettait au Portugal, il ne les mettra pas avec Arsenal en première ligue, là où les défenseurs sont plus solides. Sur le fait que marquer au Portugal, c'est pas spécial, même un attaquant lambda comme Bas Dost le faisait. Déjà, c'est une comparaison qui est fausse sur Bas Dost, parce que ce que Bas Dost a fait, environ les 100 buts, 87 buts, etc., au Portugal, au Sporting qu'il a mis, c'est quelque chose qu'il a fait sur 3 saisons. Là où Gyökeres a mis une centaine de buts sur 2 saisons seulement. Donc, bien sûr, une saison de différence, ça compte. Et pareil sur le fait que des flops comme Darwin Núñez viennent du Portugal et n'ont pas réussi en première ligue. Darwin Núñez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais autant marqué de buts que Gyökeres au Portugal. Il n'a jamais autant excellé que Gyökeres l'a fait en 2 saisons au Portugal. Donc déjà, même sur ça aussi, c'est une comparaison qui est fausse. Parce que ce que Gyökeres a fait, c'est pas la même chose que Darwin Núñez a fait, tout simplement. Pareil, même sur le fait qu'il ne pourra pas forcément reproduire ce qu'il a fait en Ligue portugaise, en Première Ligue. Faut savoir que, encore une fois, c'est pas une science exacte. Parce que, notamment contre Manchester City en Première Ligue, en Champions League, ce qu'il a fait, il a mis un triplé. Il a beau avoir mis 2 buts en pénaux, il a mis un triplé en fait. Donc, dont un but qu'il a marqué contre la même défense de Manchester City, solo, en accélérant, en mettant les buts qu'il avait l'habitude de mettre. Et Arsenal, justement, a fait une des meilleures performances de sa saison contre le Sporting. Et contre ce même Sporting, franchement, Gyökeres m'avait fait une bonne impression. Il s'était procuré des occasions contre quoi qu'on en dise, qui est pour moi la meilleure défense du monde, la meilleure paire de défenseurs centraux au monde avec Gabriel et Saliba. Si on est honnête, franchement, c'est la meilleure paire. Et contre eux, il a fait une bonne impression. Il s'est procuré de belles occasions tout seul. Donc, je vais en parler plus tard dans la vidéo. Et là, récemment, en championnat contre Leeds, il a mis les mêmes buts où on disait justement qu'il serait incapable de mettre en première ligue. Donc, le type de but où on va le chercher dans la profondeur, dans l'espace gauche, où après il va recommencer à rentrer sur son pied droit pour piquer et déclencher sa frappe. C'est exactement ce but-là qu'il a mis contre Leeds. Donc après, les gens, les trolls, les rivales, les fans adverses, etc. vont dire « Ouais, mais c'était que contre Leeds. Leeds, c'est des promus. » Leeds qui a d'ailleurs déjà gagné en Première Ligue un premier match contre Everton, il me semble. Donc, quoi qu'on en dise, quoi qu'on parle, etc., il a marqué un doublé en Première Ligue. Donc, faut pas tomber franchement dans les vannes, les critiques des fans adverses qui vont être remplis de mauvaise foi. Mais il a marqué en Première Ligue déjà pour commencer. Il a mis un doublé et je pense que ça ne va pas être le seul but. Donc, je devais profiter de la plateforme que j'ai pour démonter un à un tous les arguments justement qui sont faux à propos de Gyökeres. Et rétablir la vérité face aux mensonges et à la malhonnêteté intellectuelle que je peux voir, que ce soit dans les commentateurs comme... Bref, je ne vais pas parler de lui là, mais il m'énerve beaucoup, beaucoup. Harry Barr quelque chose là. Mais, ou même les fans adverses, tous les mensonges, la malhonnêteté intellectuelle qu'on peut voir justement sur les réseaux comme Twitter. Et au-delà de ça, tout ça, ça nous montre quoi? C'est qu'on veut trop expliquer le succès. Tellement analyser les choses qu'au final, un attaquant qui met 100 buts en 2 saisons, on va chercher à expliquer pourquoi il va flopper. Au point où la suranalyse nous rend fous. Et la Bible en 1 Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 27, il me semble, commence à dire quelque chose comme « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Et en tant qu'homme, on va avoir tendance à employer notre intelligence pour analyser les choses, analyser les faits, faire des choix réfléchis. Mais au final, le résultat ne nous appartient pas. La vie, elle n'est pas seulement rationnelle, pas seulement théorique.
on ne sait pas ce qui va réussir. Le foot, c'est pas que des statistiques, des datas, des belles analyses ou une belle équipe sur le papier, mais c'est aussi le terrain. Et la fin d'un joueur, la mentalité, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément analyser et ça compte aussi. Et je pense que Gyökeres, c'est un bon rappel par rapport à ça. On veut trop encadrer le sport, suranalyser et c'est une bonne chose parce que ça fait partie du progrès, ça fait partie de l'optimisation pour faire encore de meilleures performances sportives. Mais des fois, on en fait trop. Et on oublie que la vérité, elle se trouve sur le terrain et pas seulement dans les analyses et les profils parfaits sur le papier. De la même manière, dans notre vie, vouloir être trop rationnel, vouloir trop analyser les choses, vouloir trop la chose parfaite, ça nous rend fous et ça nous bloque parfois même. Et justement, des fois, même avoir les mêmes profils ou aimer le même type de profil, ça peut nous bloquer et nous bousiller dans notre société. J'ai vu un tweet qui disait que la plupart des tacticiens ont un modèle de pensée unique et c'est la même chose qu'on peut voir dans la vie. Ce modèle qui ne leur permet pas de croire qu'un joueur de 27 ans venant de la Ligue portugaise peut être bon, c'est le même modèle qui aurait empêché Jamie Vardy de passer des divisions inférieures à gagner la Première Ligue. Et là encore, là où les gens sont trop fous, beaucoup dans les analyses, ça va à des points où même on dit qu'un jeune joueur comme Samu, qui a marqué 20 buts de moins dans le même championnat que Gyökeres, serait un meilleur choix que lui. Parce que c'est un bon profil, il est technique, il est jeune, etc. Mais quand c'est pour Gyökeres, les mêmes buts sont le résultat de la faible qualité du championnat. Mais pourtant, selon les Tacticos, on serait prêt à prendre un gars qui a marqué 20 buts de moins que lui dans ce faible championnat. Comme le disait un certain Tweetos, on en est au point où même c'est une certaine maladie mentale en fait que les Tacticos ont. Et on a trop cette idée là que l'attaquant qui joue Arsenal, il doit être comme ci, comme ça. Soit il doit être super technique, comme Gabriel Jesus par exemple. Ou même beau techniquement, esthétiquement comme Šeško. Ou alors sinon ça doit être un régène de Thierry Henry comme Isaac. Et sans se rendre compte, on va s'enfermer dans des modèles de réussite. Comme si la réussite ne pouvait pas exister en dehors de ces profils parfaits. Et dans la vie, on a cette même idée du profil parfait, ou alors du profil qui a parfaitement marché. Et c'est la même chose qu'on va retrouver dans le monde du travail. Où, à force de recruter les mêmes profils, toujours les mêmes profils, on finit par fragiliser l'entreprise. Notamment à cause de la pensée homogène, où les décisions ne sont pas forcément challengées. Parce que tout le monde pense pareil. Et pourquoi on ne choisit pas de profils différents? C'est tout simplement par facilité. Et toute bonne chose ne vient pas avec facilité, il faut forcément prendre des risques pour avoir une victoire. Et dans le monde du travail, on va souvent retrouver cette même manière de penser où on pense qu'il n'y a qu'un seul type de profil qui peut réussir. La personne qui a fait HEC, la personne qui a fait Centrale, la personne qui a fait Polytechnique, on va penser que c'est forcément ce gars-là qu'on doit prendre parce qu'il va réussir. Alors que certains qui ont fait des diplômes peut-être moins prestigieux pourraient tout aussi bien réussir dans ce travail-là, par exemple. Pour parler un petit peu de ma vie perso, je sais que l'ancien justement chef des commerciaux dans mon travail, c'est quelqu'un qui n'avait même pas eu le bac. Pourtant, malgré ça, il a participé à la croissance de l'entreprise et il a fait un super boulot en fait pour moi et c'était un super gars, un bel exemple en fait de ça. Quelqu'un qui a monté au fur et à mesure les échelons de l'entreprise, qui est passé du service client jusqu'à à la direction des commerciaux. Et encore une fois, ça montre que n'importe qui peut réussir. Bien sûr, ces exemples ne sont pas légion, ne sont pas nombreux, mais encore une fois, c'est juste un exemple du fait que des fois, des personnes avec des profils totalement différents, des profils auxquels on ne s'attend pas forcément, peuvent eux aussi réussir. Et comme je disais, à force de recruter les mêmes profils, on va finir avec des équipes qui se ressemblent, tellement qu'elles finissent par penser de la même manière. Le problème dans ça, c'est que cette homogénéité va finir par appauvrir la créativité et l'innovation, et donc le niveau global de l'entreprise. Cette idée, Rocio Lorenzo, j'espère que je prononce bien, l'a mesurée justement dans un de ses TED Talks, intitulé « How Diversity Makes Teams More Innovative ». Elle a analysé 171 entreprises et elle a prouvé que les équipes les plus diversifiées sont les plus innovantes. A l'inverse, les équipes composées toujours du même profil sont celles qui stagnent et peinent à trouver de nouvelles solutions. Mais alors, si c'est clair, pourquoi on continue à recruter toujours le même type de profil? C'est ce que Joanne Williams explique justement dans son TED Talk intitulé Why Corporate Diversity Programs Fail. Elle montre que ce phénomène il vient de biais inconscients. On a tendance à recruter ce qui est familier, ce qui nous ressemble, ce qui rentre dans la case. On finit par exclure sans le vouloir les talents qui auraient pu transformer l'entreprise. La leçon est simple, la diversité n'est pas juste un concept cosmétique pour l'image de l'entreprise, mais c'est un vrai levier stratégique.
En diversifiant les profils, on ne gagne pas seulement en diversité, en représentativité, on gagne en idées, en solutions, en performance. Et la même chose peut être dite dans nos relations sociales, où à force d'être avec le même type de personnes, on va s'appauvrir dans notre manière de penser. Encore plus à l'époque des réseaux sociaux, on vit dans de micro-niches, tout est polarisé, tout est accentué. Dans Twitter, on peut avoir des personnes qui pensent comme nous et voir le monde justement sous un seul prisme, celui du prisme de notre manière de penser. Où les algorithmes vont valider encore une fois notre manière de penser. On va s'enfermer dans des modèles de pensée bizarres. On va penser que ouais, tous les hommes trompent parce que ouais, c'est que ce que je vois sur les réseaux sociaux. On va penser que ouais, telle personne, les immigrés, ils sont tous comme ça, les réfugiés, ils sont tous comme ça, faut les virer. C'est que des mauvaises personnes parce qu'on voit que ce type de contenu-là sur les réseaux sociaux pour valider en fait nos types de pensée. Et des fois, ça nous enferme avec des gens qui ont des avis tellement polarisés qu'on ne va même plus réussir à s'entendre, que ce soit entre femmes et hommes, que ce soit entre personnes voilà, de différents milieux sociaux, de différentes origines, etc. Au point où on ne sait même plus discuter normalement. On va rester dans nos zones de confort avec des gens qui pensent comme nous et ça va appauvrir petit à petit notre manière de penser, notre esprit critique. Que ce soit sur un terrain de foot ou dans une entreprise, limiter les opportunités à un seul type de profil finit toujours par appauvrir le jeu. Ouvrir la porte à des profils, des personnalités différentes, c'est préparer le terrain pour de meilleures performances et pour un niveau qui ne cesse de monter. Gyökeres, justement, c'est ce profil différent. Dans une équipe comme Arsenal, par exemple, il manquait de type de profil de joueurs qui prennent la profondeur, qui sont particulièrement rapides, etc. On avait souvent une équipe avec des joueurs qui préfèrent la balle dans les pieds. Ce type de profil, justement, il va faire du bien. Surtout, il nous montre que les profils parfaits du passé ne sont pas forcément ceux qu'il faut pour gagner le titre aujourd'hui. L'autre chose dont je voulais parler maintenant par rapport à Gyökeres, c'est sa détermination à faire un choix. Et pour Gyökeres, le choix a toujours été clair, c'était toujours Arsenal. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez nos recrues actuellement. Il a choisi la meilleure situation pour lui entre Arsenal et Manchester United. Il a choisi entre un club qui est en Champions League, qui a fini 3 fois deuxième au championnat et qui est en bonne position, quoi qu'on en dise, pour gagner le titre. Qui a fini aussi en demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Donc, quoi qu'on en dise, c'est un club qui est dans une bonne position. Peu importe ce que les fans adverses, ce que les fans insécures veulent nous faire penser, Arsenal est un club dans une bonne position. Ne vous faites pas avoir justement par les fans mécontents, émotionnels même d'Arsenal qui vont dire « ouais, il faut virer Arteta pour un rien ». Le club est dans une bonne position pour gagner, franchement. Et même une saison comme il y a 2 ans, c'est une saison tous les jours. Si on n'a pas un City de fou malade, c'est une saison tous les jours, on aurait déjà été champion, par exemple. Donc, Gyökeres avait le choix entre ce club qui est en bonne position pour gagner le titre et un club qui a fini 16e, qui était même à 2 doigts de la relégation. Encore non, j'abuse, pas 2 doigts de la relégation, mais ils doivent le fait qu'ils ne soient pas relégués juste au fait qu'il y ait des clubs qui étaient l'année dernière, des promus notamment, vraiment encore plus nuls qu'eux. Et c'est pas parce qu'ils étaient en finale d'une Coupe d'Europe ou leur adversaire a joué une demi-finale dans un stade municipal en Norvège ou dans un pays nordique, je sais pas où, qui va me faire penser que justement Manchester United était dans une meilleure situation ou a fait une meilleure saison qu'Arsenal. Et même si lors du premier match, lors de la première journée, je vais pas mentir, Manchester méritait de gagner. Ils ont fait un bien meilleur match qu'Arsenal qui était complètement une équipe carbo, qui n'a pas forcément produit un beau football, mais qui a eu les 3 points, a eu la victoire et c'est tout ce qu'on va retenir là. C'est pas ça qui va me faire penser le contraire parce que factuellement, quoi qu'on en dise, aller à Arsenal aujourd'hui, c'est une meilleure situation qu'aller à Manchester United. Et quand tu es décidé à choisir la meilleure situation pour toi et tu es fixe sur un seul choix, Dieu va ouvrir les portes pour toi. De l'autre côté, on a un joueur comme Šeško, dont j'ai parlé plus tôt, qui n'est pas forcément un joueur que je déteste, loin de là, qui est un joueur avec beaucoup de potentiel, mais qui, contrairement à Gyökeres, hésitait sans cesse. Entre l'hiver dernier, où il aurait pu venir à Arsenal et éviter à l'équipe d'aligner un numéro 6, un milieu de terrain en attaque, où il n'est pas venu parce qu'il avait peur de la terrible concurrence de Kai Havertz. Et cet été où les négociations avec Leipzig étaient un véritable cirque, où le club, où l'agent, bref, demandait 90 millions d'euros pour un joueur avec certes beaucoup de potentiel, mais peu de références. Même en Bundesliga, qui est un championnat pourtant où les attaquants mangent, marquent beaucoup de buts, il n'a même pas dépassé les 20 buts la saison dernière, par exemple.
Donc voilà, entre ça, entre le fait que l'agent le présentait comme si c'était Messi, les exigences salariales, même le fait qu'on parle d'une clause dans son contrat, ça encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est de l'intox que peut-être les agents de Gyökeres ont mis dans les médias. Mais juste tout ça, ça montrait quoi? Ça montrait que ouais, Šeško, finalement, c'était un joueur qui n'était pas sûr de lui. Il voyait peut-être Arsenal juste comme un tremplin, mais pas forcément comme une équipe avec laquelle il pouvait gagner. Et le pire, c'est que même quand je commençais à écrire sur la vidéo, le cirque n'était pas encore terminé, mais maintenant il hésitait entre Newcastle et Manchester United. Mais finalement, voilà, depuis, il a choisi Manchester United. Et de l'autre côté, comparé à Šeško, t'as Gyökeres, qui est un joueur qui s'est littéralement battu pour venir à Arsenal. Certes, il y a eu un changement de directeur sportif qui a tout gâché, qui a fait traîner les négociations, où voilà, le Sporting essayait de pinailler vraiment, même sur les bonus. Le Sporting n'a pas tenu sa parole, où il était censé partir sur un certain prix et Arsenal a même dû dépasser ce prix-là pour obtenir le joueur. Mais son choix a toujours été d'aller à Arsenal, qui était la meilleure situation pour lui. Il n'a pas eu d'hésitation là-dessus. Et dans la Bible, en Jacques 1, au verset 5 à 8, il y a une écriture qui dit « Si l'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Et qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. » Donc si quelqu'un veut la sagesse d'aller dans la meilleure situation, c'est simple qu'il la demande. Qu'il soit décidé et sûr. Et j'aime bien ce principe qui dit que Dieu donne à chacun selon sa foi. Parce que parfois on doute et c'est normal. Mais ce doute justement va nous empêcher de faire le pas de foi. Le doute nous fait jouer pour pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Il faut choisir entre gagner ou jouer pour pas perdre. Ou perdre tout simplement. Car l'indécision fait qu'on fait zéro choix au final. Et ne pas faire de choix, c'est un choix. Celui de ne pas avancer. Et même pour Gyökeres, les gens vont dire oui, mais vas-y, il y avait qu'Arsenal sur lui. D'ailleurs, même ça, c'est bizarre un petit peu. Ça montre que c'est pas forcément un attaquant ouf. Par rapport à ça, son agent a démenti et a dit que c'était totalement faux. Il y avait des discussions avec la Juventus, il y avait des discussions même avec le Real Madrid, il me semble. Mais pour lui, depuis Day One, c'était Arsenal, l'équipe pour laquelle il voulait signer. Notamment quand il a joué contre nous, quand il a vu le match qu'on a fait contre le Real Madrid, c'est ce qui l'a convaincu véritablement qu'il voulait aller dans ce club-là. Donc Gyökeres, c'est quelqu'un qui a rompu avec sa petite amie, qui a donné 2 millions au Sporting pour pouvoir faciliter le transfert. Il a même dit à son agent de ne pas prendre de commission. Il a même manqué la reprise des entraînements avec le Sporting pour rejoindre Arsenal. Et au-delà de ça, même sa mentalité, elle prouve que c'est quelqu'un qui n'a pas peur du défi. Il a vu notre match contre le Real de Madrid, dont il faudrait que je parle un jour d'ailleurs. Et comme beaucoup d'entre nous, il savait que le numéro 9, c'est ce qui manquait à Arsenal l'année dernière pour avoir de plus grandes ambitions. Et il sait qu'il allait être l'un des transferts les plus médiatiques de cet été. C'était le cas parce qu'en moins de 24 heures, le poste de Fabrizio Romano, il a eu des stats incroyables sur Instagram, plus d'1,5 million de likes en quelques heures. Je crois que j'avais jamais vu ça. Et pour lui, il y avait même des propositions pour aller en Arabie Saoudite aussi également. Mais pour lui, le sportif, c'était plus important que l'argent. Là où, pour Šeško, justement, il y avait des questions où ça pinaillait beaucoup par rapport au salaire. Mais les agents de Gyökeres, eux, ont facilité le transfert. Là où les agents de Šeško ont compliqué le transfert au point de le faire capoter. Et Gyökeres, il savait la pression que c'était de venir dans un club qui est en attente depuis 20 ans, de gagner un trophée majeur comme la Premier League ou la Champions League. Il y a un truc aussi qu'on oublie d'ailleurs dans sa carrière, c'est que Gyökeres, au Sporting également, il a rejoint un club qui ne gagnait pas beaucoup. Car ces 20 dernières années au Portugal, c'est Benfica, un petit peu Porto aussi, qui rafle quasiment tous les titres. Et sauf dans la saison Covid où le Sporting a gagné, il me semble que c'est un club qui récemment a gagné très peu de fois le titre du championnat au Portugal. Les 2 saisons où il était, c'est 2 saisons où Gyökeres a fait gagner au Sporting le championnat. Donc venir à Arsenal faire gagner une équipe qui n'a pas gagné depuis longtemps le championnat, ce ne sera pas de la nouveauté pour lui. Montrant encore une fois qu'il est un petit peu le bon profil pour le job. C'est une situation qu'il a déjà connue au Sporting, faire gagner un club qui n'a pas gagné depuis longtemps. Et l'indécision de Šeško et la fermeté de Gyökeres nous ramènent à une chose, qui peut être résumée par la loi de Segal qui dit « Un homme avec une montre sait l'heure qu'il est.
Un homme avec deux montres n'en est jamais sûr. Cette loi, elle nous montre que disposer de beaucoup trop d'informations, parfois, c'est quelque chose qui peut nous faire douter. Et que dire ou que faire lorsque nous sommes submergés par une abondance d'informations, pas toujours sollicitées comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons tous déjà expérimenté cette loi lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur itinéraire lorsqu'on visite un pays ou une capitale, modèle d'ordinateur, la meilleure université, la meilleure école, choisir la meilleure femme ou le meilleur homme pour celles qui regardent peut-être. Et on va se retrouver dans quelque chose où on va tellement avoir de choix qu'on va hésiter. Que faire en fait quand on a tellement de choix? Cette surcharge informationnelle, elle va finir par nous paralyser. À un tel point où de nos jours, même dans les relations amoureuses, on aura peur de l'engagement. Beaucoup, les gens, enfin moi bien sûr, vont avoir des choses qu'on appelle les bords, des relations pas sérieuses, juste pas peur de s'engager sérieusement dans une relation. On va tout faire comme un couple, on va habiter ensemble, on va coucher ensemble. Certains même vont avoir des enfants ensemble, mais vont jamais s'engager et se marier par exemple. Et parfois, on va agir comme ça parce que des fois, en vrai, dans le fond de nos têtes, on se dit « et si jamais je trouve mieux ?» Alors que le bon choix, c'est le choix que tu fais. Et je dis ça car moi-même, je pense avoir perdu beaucoup de temps d'un point de vue relationnel à force du fait de ne pas faire de choix, d'être partagé entre le passé et les 10 000 possibilités qu'il pourrait y avoir dans le futur, d'avoir la possibilité de trouver l'âme sœur, la femme parfaite qui coche tout ce dont tu rêves, ou dans mon cas, par exemple, une sportive qui aime Arsenal comme moi, qui aime la même musique que moi, et toutes sortes de choses superficielles qui vont m'empêcher de faire un choix. Et c'est la même chose aussi, même dans le foot, aussi, on va vouloir le joueur parfait qui vient dans notre club, alors qu'en vrai, ça n'existe pas. Il y a toujours des pour et des contre dans chacun des joueurs. De la même manière que l'âme sœur ou la femme parfaite n'existe pas, la bonne personne, c'est celle que tu choisis. La bonne situation, c'est celle que tu choisis pour toi. Et ça, justement, c'est le paradoxe du choix. C'est un concept popularisé par le psychologue Barry Schwartz. En bref, ça dit que le fait d'avoir trop de choix, ça tue notre capacité à faire un choix. C'est le paradoxe du choix car on ne sait pas quoi choisir et s'engager dans un chemin. Où finalement, cette abondance d'options, elle va nous rendre ni plus libres, ni plus heureux, mais elle va faire tout le contraire. Ce paradoxe du choix, il va nous rendre encore plus anxieux, plus frustrés à cause du fait de ne pas être sûr de pouvoir faire le choix optimal. Et comme je disais, le joueur parfait, ça n'existe pas. Le profil parfait, ça n'existe pas non plus. Même lorsqu'on regarde les légendes du club comme Thierry Henry, avant de venir à Arsenal, c'était un échec à la Juventus. Et je pense qu'aujourd'hui, si les tacticos, si les analystes l'étudiaient, ils diraient que c'est pas forcément un choix pour remplacer le crack qui était Nicolas Anelka à l'époque. Personne ne pouvait être garanti que Thierry Henry allait devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue après son échec à la Juventus. Et même un joueur comme Suarez, que je n'aime pas personnellement, mais qui a fait de très belles choses, que ce soit à l'Ajax, à Barcelone ou même à Liverpool, lui aussi, esthétiquement, c'était pas forcément le profil parfait. Et je ne sais pas si en analysant son profil, au moment où même Wenger l'aurait recruté, les gens l'auraient validé. Parlant d'esthétique ou d'adaptation au jeu de son équipe, on se posait les mêmes questions pour Haaland lorsqu'il a rejoint Manchester City. Mais pourtant, il a explosé le record de buts en une saison lors de sa première saison. Alors que faire face au paradoxe du choix? En ayant plusieurs sources d'informations, au final, ce qu'on peut faire, c'est introduire l'idée salvatrice qu'on ne peut être sûr de rien, mais qu'on doit faire simple et trouver une bonne solution, même si ce n'est pas la meilleure. Autrement dit, la meilleure solution, c'est de faire un choix et de s'y engager pleinement. C'est résumé par le principe KISS, Keep it simple, stupid. Une approche simple, c'est souvent plus efficace. Surtout face à la complexité croissante des outils, des informations qu'on va avoir aujourd'hui. Parce que l'union ou la multiplicité de nos sources nous garantissent la vérité. Pour nous en sortir, il faudrait soit qu'on ait un gros, voire beaucoup trop, d'esprit critique. Mais la solution pour s'en sortir, c'est tout simplement être sûr de quoi? D'avoir la certitude qu'il n'existe pas de certitude et qu'il faut donc faire un choix. Le dernier point dont je voulais parler par rapport à Gyökeres, c'est son obsession. Parce qu'on demande de nos jours à des attaquants, des numéros 9, de faire des link-up plays, d'être techniques comme des ailiers, beaux à regarder comme des numéros 10, faire des passements de jambes, des virgules, alors qu'on oublie qu'un attaquant, son rôle premier, c'est de marquer des buts. Et ce que j'aime chez Gyökeres,
Que ce soit lorsqu'on regarde ses interviews, lorsqu'on regarde voilà, ses réponses aux questions, tout ce qui compte pour lui, c'est le but, c'est de marquer. Il nous rappelle donc ce qui compte chez un numéro 9 avant tout, c'est marquer des buts. Et de la même manière, dans la vie, quand on est distrait sur beaucoup trop de choses, on ne marque pas de but. Alors que quand on a une obsession, lorsqu'on est focalisé sur une chose, on marque et tout le reste, ça vient par la suite. Et dans une saison, justement, on a fait énormément de matchs nuls, Arsenal, à cause de notre peine à marquer. Et d'une trop grande dépendance à Bukayo Saka, qui était marqué par 2, 3 joueurs à chaque fois. Un gars qui transformera ses matchs nuls en victoire à cause de son obsession pour marquer, ça fera toute la différence dans notre saison. Surtout quand on pense au fait qu'on a perdu le titre il y a 2 saisons à seulement 2 points. Donc imaginons si au lieu de faire des 1 point, on fait des 3 points, ça pourrait valoir beaucoup en fin de saison. Et encore une fois, je reviens sur le match qu'on a eu Arsenal contre le Sporting en Champions League la saison dernière. C'était littéralement l'une des meilleures performances de notre saison. On les a bottés 5-1. Malgré ça, il y a un joueur qui m'a choqué. Et bien évidemment, ce joueur-là, c'est Gyökeres qui lâchait rien. Malgré le fait qu'encore une fois, on ait fait l'une de nos meilleures performances, moi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est vraiment sa détermination à marquer. C'est un joueur qui restait dangereux à chaque fois qu'il avait la balle. Il allait se procurer des occasions seul, encore une fois, face à la meilleure paire de défenseurs centraux du monde. Et à un moment, il a eu l'une des plus grosses occasions du match où carrément une de ses frappes a tapé la barre à partir d'une occasion qui s'était créée tout seul. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, le score était de 5-1 et le match était déjà plié. Ça nous montre l'obsession, l'envie de marquer que Gyökeres avait même quand le match était plié. Où il était encore seul en train de créer de grosses occasions. Et dans nos vies, souvent, on va rarement être aussi clair sur notre but. On se lève le matin avec 15 priorités, on passe la journée à courir dans tous les sens. On va bouger, on va être agité, mais on va pas vraiment avancer. Et à la fin, on réalise qu'on a touché un peu à tout, mais qu'on a marqué nulle part. On a été occupé, mais on n'a pas avancé. Et Gary Keller, dans son livre The One Thing, dit que notre vraie puissance vient quand on identifie la chose la plus importante et qu'on y consacre toute notre énergie. Cal Newport, lui, appelle ça le deep work. Travail profond, concentré, sans distraction, qui produit des résultats exceptionnels. Le problème, c'est que notre quotidien est un terrain de jeu rempli de défenseurs invisibles. Notifications, réunions inutiles, des oui qui auraient dû être des non, et les réseaux sociaux. Chaque distraction détourne notre regard du but. Des fois même nous empêche d'être posés et de penser à notre véritable but. Mais comme Gyökeres, on peut choisir. Fixer nos yeux sur ce qui compte vraiment. Aligner nos efforts pour avancer droit vers cet objectif. Refuser les détours, les dribbles inutiles, les distractions qui nous font perdre du temps. Car dans un monde où tout le monde court partout, celui qui garde les yeux sur le but finit toujours par marquer. Donc pour conclure, je dirais que on juge mal parce qu'on regarde mal. Le football moderne aime les profils parfaits. On veut des joueurs esthétiques, sortis du bon centre de formation, qui ont percé très tôt, qui ont les parcours parfaits, le bon CV, etc. Mais Gyökeres casse tout ça. Il nous rappelle 3 vérités qu'on oublie trop souvent. La qualité n'est pas toujours visible dans les stats, mais sur le terrain. Parfois, ce sont les choses folles qui sont les plus puissantes. Le choix révèle ton mental. Il y a ceux qui doutent et qui ne vont nulle part, et ceux qui savent où ils vont et qui arrivent à destination. L'obsession mène au but. Quand tu sais pourquoi tu es là, t'attires ce qu'il faut et ton cerveau créera les opportunités pour marquer. Et ça, ce n'est pas seulement vrai dans le foot, c'est vrai dans la vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de l'approbation des experts, tu as juste besoin de foi, de vision et d'une obsession saine. Et là, crois-moi, tu vas marquer. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça aidera grandement la chaîne et ça m'aidera aussi également à produire encore plus de vidéos de ce type-là. Donc restez branchés, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à regarder des vidéos que j'ai mis précédemment aussi également. Et encore une fois, on est ensemble. Bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ça. On se dit à la prochaine. Peace.